Bonjour à toutes et à tous, je suis Lena Petrova et je vous retrouve pour un nouvel épisode de World Affairs in Context. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Peter Schiff. Peter est un économiste et analyste de marché très connu, ainsi qu'un critique affirmé des politiques des banques centrales. Il est économiste en chef et stratège mondial chez Euro Pacific Asset Management. Peter s'est fait largement remarquer pour avoir prédit la crise financière de 2008 et il est depuis devenu l'une des voix majeures en faveur d'une monnaie saine et d'une vision à long terme de l'économie américaine. Peter, bienvenue dans l'émission et merci beaucoup d'être avec nous. Merci Lena, c'était une excellente intro. Merci d'être avec nous. Je suis vraiment ravie d'avoir cette conversation. J'aimerais d'abord avoir votre point de vue global sur la situation actuelle de l'économie américaine. Le président Trump a souvent décrit l'économie des États-Unis comme vivant un âge d'or, en mettant en avant les records de la bourse, la forte production de pétrole et de gaz et le succès de sa politique de tarifs douaniers. Pourtant, ce récit contraste avec les rapports faisant état de perte d'emploi, d'une inflation en hausse et d'un ralentissement de la croissance des salaires. Alors, où en est-on aujourd'hui? Et l'économie américaine est-elle vraiment aussi solide que l'affirme l'administration Trump? Eh bien, vous savez, l'âge d'or se limite peut-être à l'or lui-même, parce que l'or s'est très bien porté depuis que Trump est président. Mais ce n'est rien de comparable. Vous voyez, à l'époque dite de l'âge doré, celle que ce terme évoque, la fin du 19e siècle. Là, on avait une vraie période de prospérité économique. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est un boom qui n'existe que dans l'imagination de Donald Trump. Mais si on regarde les indicateurs objectifs qu'on utilise d'habitude, et je ne dis même pas que ce sont les meilleurs, ce sont quand même ceux sur lesquels s'appuie la majorité. Le PIB, par exemple, n'a augmenté que de 2,1% l'an dernier. GDP grew by 2.1% last year. That was slower than any year under Biden. C'était plus lent que n'importe quelle année sous Biden. En 2024, c'était 2,8 et en 2023, 2,9. Donc oui, c'est un vrai ralentissement. Comment peut-on appeler ça un boom? La création d'emplois a été minimale. C'était déjà pas extraordinaire sous Biden, mais là c'était encore pire. On a à peine créé des emplois. Je crois qu'en 2024, il y a eu peut-être 1 million d'emplois sur toute l'année, mais en 2025, à peine 100 000, à peine un dixième. Donc non, ce n'était pas un boom de l'emploi. La bourse est en hausse, d'accord, mais si on regarde son évolution depuis l'arrivée de Trump jusqu'à aujourd'hui, et qu'on compare à la période Biden, elle a moins progressé. Alors, vous savez, Trump veut parler de ce marché boursier en plein essor. Eh bien, et alors, il a encore plus grimpé quand Biden était président. On disait que c'était le pire président de tous les temps, et Trump serait le meilleur. Et Trump dit que Biden avait la pire économie de l'histoire, alors que lui aurait la meilleure. Même si on a aujourd'hui un marché du travail plus faible, une croissance du PIB plus lente, et que l'inflation, elle, repart à la hausse. En 2026, je pense que l'indice des prix à la consommation augmentera plus cette année que pendant toutes les années de la présidence Biden, sauf peut-être une. Mais il pourrait même dépasser l'année la plus forte, sous Biden. Donc non, l'inflation n'est pas vaincue. L'inflation est là, elle est bien là et elle va rester. Et je pense que... À la fin du mandat complet de Trump, la hausse totale des prix à la consommation dépassera probablement celle enregistrée sous Biden. Donc l'inflation va empirer, pas s'améliorer. Et les dépenses déficitaires, Trump les critiquait, comme beaucoup de républicains d'ailleurs à juste titre, pour celles de Biden. Ils ont attribué cette inflation au déficit budgétaire, et c'est vrai que ça en faisait partie. Mais il y avait aussi les déficits de Trump,
que Biden a hérité. Et une grande part venait de la Fed qui a suivi les mêmes politiques inflationnistes sous Trump comme sous Biden. Mais si on se retrouve avec une inflation encore pire et une économie plus faible, ah oui, je me souviens maintenant, c'était la dette. La dette nationale approche les 40 000 milliards. On est déjà à plus de 39 000 milliards. On va atteindre les 40 000 milliards d'ici un mois. Mais les déficits annuels dépassent maintenant ceux qu'on avait sous Biden. Oui, et je pense qu'à la fin du mandat de Trump, la dette nationale pourrait atteindre 50 000 milliards. C'est énorme. En fait, quand Donald Trump était président la première fois, il avait déjà établi le record de la plus forte hausse de la dette nationale sur un seul mandat. Biden a battu ce record, je crois. Mais maintenant, Trump va battre ce record à son tour. Et Trump, tu vois, enfin, il va évidemment détenir le record de la plus grande dette de l'histoire, puisqu'il va faire 2 mandats. Donc il va battre, pour l'instant le record, c'était Obama qui avait accumulé le plus de dettes parce qu'il est resté 8 ans. Trump a presque atteint ce niveau en moins de temps, un peu comme Biden d'ailleurs, c'était serré. Mais je pense que Trump va clairement, avec 2 mandats, dépasser largement Biden. Donc, si on regarde les choses objectivement, c'est une présidence ratée, c'est une économie en échec. Bien sûr, il y a quelques points positifs, mais à mon avis, ils ne compensent pas tous les aspects négatifs. Je suis d'accord avec ça. Je pense que sa politique étrangère est une source majeure d'inquiétude. Et bien sûr, cette politique étrangère est un sujet à part entière qu'on ne va pas aborder dans cette vidéo. Mais l'économie américaine, comme l'économie mondiale, traverse une période de forte volatilité et d'incertitude, en partie à cause de ses décisions en matière de politique étrangère. La guerre en Iran est devenue un facteur de déstabilisation majeur. Les conséquences économiques d'une guerre longue et prolongée sont évidemment impossibles à prévoir. Mais comment décririez-vous l'impact économique global de la guerre contre l'Iran jusqu'à présent? Est-ce qu'on parle d'un choc économique temporaire ou de quelque chose de beaucoup plus structurel? Eh bien d'abord, les guerres ne sont jamais bonnes pour une économie. Elles coûtent cher à mener, on creuse les déficits, on crée de l'inflation pour les financer. Les guerres détruisent, elles perturbent tout. Alors il est possible que le résultat d'une guerre, si c'est une guerre juste, et qu'elle conduit à une société plus pacifique, plus productive, à une économie mondiale plus stable, à long terme, il puisse y avoir certains bénéfices. Mais, quels que soient ces bénéfices potentiels à long terme, pendant qu'une guerre est en cours, c'est un coût. Ce n'est pas un avantage. Enfin, c'est un avantage pour certains, bien sûr. Si vous êtes un sous-traitant de la défense et que vous recevez plein de nouvelles commandes, oui, forcément, vous adorez la guerre, non? Donc, il y a des gagnants et des perdants. Mais au final, c'est un fardeau que l'économie doit supporter. Et évidemment, si l'économie est déjà en difficulté, si elle a déjà des problèmes, ce fardeau devient encore plus lourd que quand tout va bien. Mais l'un des points les plus importants à propos de cette guerre, c'est qu'elle va complètement à l'encontre de tout ce que Trump défendait, de tout ce sur quoi il a fait campagne. Trump avait promis de nous tenir à l'écart des guerres, de les mettre fin. Il avait été très critique envers l'implication des États-Unis en Irak et en Afghanistan. Et il disait que s'il avait été président, nous ne serions jamais entrés dans aucune de ces guerres. En fait, à l'époque, il avait critiqué Obama en l'accusant de vouloir peut-être lancer une guerre contre l'Iran pour détourner l'attention sur le plan politique. Il disait en gros, « Ah, il va déclarer la guerre ». Et il parlait souvent du risque d'une guerre avec l'Iran, comme d'une des conséquences négatives de l'élection d'un démocrate. Du genre, ne votez pas pour Kamala Harris,
sinon on pourrait finir en guerre avec l'Iran. Donc, le fait qu'on soit maintenant en guerre avec l'Iran, c'est vraiment une trahison. Et Donald Trump essaye de dire « Moi, je n'ai pas commencé cette guerre. Elle dure depuis 50 ans. Ils l'ont bien cherché. » D'accord. Mais alors, pourquoi tu n'as pas fait campagne là-dessus? Pourquoi il n'a pas dit « Quand je serai élu, je vais déclencher une guerre contre l'Iran parce qu'ils l'ont bien cherché ». Tu vois toutes ces choses qu'ils ont soi-disant faites pour justifier la guerre. Trump le savait, bien avant de la lancer. Il le savait bien avant d'être réélu. Alors pourquoi il n'a pas assumé ça? Pourquoi il n'a pas dit « Votez pour moi et je vais botter les fesses des Iraniens ». Il ne l'a pas fait. Moi, tu sais, j'ai toujours critiqué la politique économique de Trump, mais je soutenais sa politique étrangère jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qu'il déclenche une guerre. Il a effacé une des rares choses que j'aimais dans sa présidence. Lors de son premier mandat, il avait plutôt tenu parole sur ce point. Quels sont les principaux indicateurs économiques que vous suivez pour évaluer comment la situation évolue et quel effet elle a sur l'économie américaine? Parce que, clairement, l'inflation repart à la hausse, le marché du travail s'affaiblit, mais quels autres éléments observez-vous pour comprendre l'impact sur l'économie des États-Unis et savoir si cela aura ou non des conséquences à long terme? Eh bien moi, j'aime regarder la masse monétaire et le bilan de la Fed. Tous les deux augmentent à un rythme assez soutenu, ou plutôt pas sain du tout parce que c'est un rythme inflationniste. Je regarde aussi le prix de l'or qui a atteint des niveaux records. Il y a eu un petit repli, mais la tendance est très claire. La cassure est nette, ça montre une perte de confiance dans le dollar américain et dans la dette souveraine des États-Unis. Je regarde aussi les taux d'intérêt à long terme, qui restent obstinément élevés, malgré les efforts de la Fed pour les faire baisser. Les taux à long terme n'ont pas diminué, en fait, ils ont même augmenté. Et ça, c'est encore un signe de perte de confiance dans le dollar. Je fais attention à la montée de la dette et je regarde certains sondages de popularité où le président est considéré comme le plus impopulaire de l'histoire sur le plan économique. Ça en dit long. Parce que vous savez, l'économie, c'est une question de portefeuille. Quand quelqu'un vous interroge et vous demande « Êtes-vous satisfait? Approuvez-vous la façon dont le président gère l'économie ?» Les gens ne répondent pas en pensant à tout le monde. Ils répondent en pensant à leur propre situation, à l'économie de leur famille. Comment ça va pour vous? Est-ce que les choses s'améliorent ou est-ce qu'elles se dégradent? Et quand un nombre record de personnes disent « je n'approuve pas, je n'ai pas confiance », c'est parce que, pour elles, les choses vont de plus en plus mal. Et les choses vont continuer à se dégrader. Je veux dire, peu importe à quel point Trump veut nous faire avaler ce faux récit selon lequel on vivrait un boom économique, qu'il aurait dirigé le plus grand redressement économique de l'histoire du monde. Ces mensonges n'effacent pas la réalité que les gens vivent au quotidien. Et donc je pense que ça va poser un vrai problème en novembre, avec ces élections de mi-mandat qui vont pencher fortement du côté des démocrates. Ce qui est inquiétant pour le pays, parce que leurs politiques sont encore pires que celles des républicains. D'habitude, enfin, cette fois-ci, les républicains ont aussi eu des politiques assez mauvaises. Mais avec les démocrates, ça pourrait devenir encore pire. Vous avez mentionné le dollar américain. Parlons-en un instant. Le dollar a toujours été considéré comme une valeur refuge. C'est la principale monnaie de réserve mondiale. Mais ces dernières années, les banques centrales ont commencé à diversifier leurs actifs, en s'éloignant du dollar. Ce qui est intéressant, c'est que le dollar s'est redressé après le début de la guerre en Iran, alors qu'il était en baisse depuis plus d'un an avant le conflit.
Est-ce que le dollar va retrouver pleinement son statut de valeur refuge ou bien s'agit-il simplement d'un rebond à court terme voué à s'essouffler? Oui, tu as raison. Beaucoup de gens ont vu le dollar comme une valeur refuge. Moi, j'en fais pas partie. J'ai toujours considéré le dollar comme un risque à éviter. Il faut se protéger du dollar, pas chercher la sécurité dans le dollar. Mais le dollar a connu une année 2025 très faible, l'une des pires qu'il ait eues. Donc le fait qu'il ait un peu rebondi en 2026, avec la guerre comme déclencheur, c'est pas surprenant. C'est un peu comme l'or. Quand la guerre a commencé, l'or était à 5 500 $. Aujourd'hui, il est à environ 4 800 et il est même descendu jusqu'à 4 100. Le fait que certains aient pris leurs bénéfices sur l'or après une forte hausse, je ne pense pas que ça remette en cause l'idée que l'or reste une valeur refuge. C'est juste qu'il avait tellement grimpé avant la guerre qu'il en a rendu une partie quand le conflit a éclaté. Vous savez, on dit souvent, on achète la rumeur et on vend le fait. C'est pareil avec le dollar. Il y a eu un peu de rachat de positions vendeuses, un petit rebond du dollar, mais rien de vraiment significatif. En réalité, le dollar a déjà perdu la plupart de ses gains. L'indice du dollar est autour de 98,5, il était à peu près à 98 quand la guerre a commencé, puis il est monté au-dessus de 100, soit une hausse d'environ 2,5%. Et c'est tout. C'est tout ce que le dollar a pu faire. Pour moi, c'est un mouvement de valeur refuge très limité. Je pense que si cette guerre avait commencé il y a 10 ou 20 ans, on aurait vu une hausse bien plus forte du dollar. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, parce que le dollar perd de son attrait et il va en perdre encore beaucoup dans les années à venir. Beaucoup affirment que le pétrodollar est en train de mourir, voire qu'il est déjà mort. Bien sûr, avec le détroit d'Ormuz, dans cet état incertain, ouvert, ouvert, fermé, bloqué, on voit aussi des rapports qui indiquent que l'Iran pourrait instaurer un péage. En clair, installer une sorte de poste de péage et faire payer les navires non chinois, non russes, non américains et israéliens pour traverser Ormuz. Mais ces transactions se feraient évidemment en yuan. Alors, selon vous, que signifie concrètement cette perte d'influence du pétrodollar et quelles pourraient être les conséquences plus larges pour le dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale? Oui, eh bien, c'est évidemment très important que le pétrodollar existe. Si on revient à l'origine de tout ça, c'était peu de temps après que les États-Unis ont abandonné l'étalon or, à l'époque où le dollar était garanti par l'or et pouvait être échangé contre de l'or. Quand on s'en est éloigné, le dollar a perdu toute valeur réelle, à part le fait qu'on pouvait le dépenser, mais il n'était plus soutenu par rien. Et quand on a convaincu les pays de l'OPEP de fixer le prix du pétrole en dollars, en disant au monde entier, « Si vous voulez acheter notre pétrole, il vous faut des dollars américains », on a créé une nouvelle raison pour que le monde ait besoin de dollars. Et on a aussi créé une situation où beaucoup de pays de l'OPEP, qui recevaient des dollars en échange de leur pétrole, ont gardé ces dollars et les ont investis dans les bons du Trésor américain. En fait, ils les ont prêtés directement au gouvernement des États-Unis. Ça a donc été un moteur très puissant de notre capacité à financer nos déficits budgétaires et nos déficits commerciaux. Et je pense vraiment que tout ça est en train de disparaître et que ça va poser un énorme problème aux États-Unis qui en dépendent. Mais à mon avis, ce sera un grand avantage pour le reste du monde qui a dû supporter le poids de ce système. Parce que cette relation a permis aux Américains de vivre au-dessus de leurs moyens. On peut dépenser plus que ce qu'on produit. On peut emprunter plus qu'on épargne. Mais c'est uniquement parce que le reste du monde prend l'autre côté de ce marché.
Eux, ils produisent plus qu'ils ne consomment et ils épargnent plus qu'ils empruntent. Du coup, nous, on vit au-dessus de nos moyens. Et eux, ils doivent vivre en dessous des leurs. C'est ça qui rend tout ça possible. Alors, quand cette relation prendra fin, les choses vont se rééquilibrer. Notre niveau de vie va baisser et celui du reste du monde va monter. Si on mesure ça par la consommation, la quantité de choses qu'on peut acheter ou ce qu'on peut investir dans notre propre économie, eh bien, je pense que le monde y gagnera. Et l'Amérique, elle, perdra ce privilège exorbitant sur lequel elle s'appuie depuis si longtemps. Tu as parlé du marché obligataire, Peter, et j'aimerais beaucoup avoir ton avis sur la situation actuelle. Ces derniers temps, les signaux sont plutôt inquiétants. Les adjudications du Trésor montrent une baisse de la demande. Comment tu interprètes ces mouvements sur le marché obligataire et qu'est-ce que ça te dit selon toi? Si on revient au moment où la Fed a commencé à baisser ses taux depuis leur pic, le taux des fonds fédéraux tournait autour de 5 et un quart. Et la raison pour laquelle la Fed a commencé à les baisser, ce n'est pas parce qu'on avait gagné la guerre contre l'inflation. En réalité, on a capitulé. C'est l'inflation qui a gagné. La vraie raison, c'est que des banques ont commencé à faire faillite. Alors la Fed a voulu relâcher la pression sur leur bilan en baissant les taux. Mais avant même la première baisse, j'avais prédit que quand la Fed commencerait à réduire les taux courts, les taux longs, eux, allaient monter. Très peu de gens avaient fait cette prévision. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les premiers 75 points de base de baisse ont entraîné une hausse de 75 points de base sur le long terme. Et donc, ça montre aussi que la Fed est en train de perdre le contrôle du marché obligataire. Aujourd'hui, les banques centrales étrangères, eh bien, elles se moquent complètement d'un rendement de 4% sur les bons du Trésor américain. Elles préfèrent détenir de l'or, même sans rendement. Et ça en dit long. Je pense que c'est un indicateur de marché important sur ce qui nous attend. D'ailleurs, l'ancien secrétaire au Trésor, Hank Paulson, a déclaré la semaine dernière que les États-Unis devraient avoir un plan d'urgence, un plan de dernier recours, pour faire face aux graves conséquences d'une baisse de la demande pour les bons du Trésor. Ce qu'il devrait dire à l'administration, en réalité, c'est d'agir maintenant, avant qu'une telle crise n'éclate. Réduire les dépenses, faire quelque chose pour redonner confiance, afin qu'on n'ait pas un effondrement de la demande pour les bons du Trésor. Mais lui, son conseil, c'était plutôt « on va de toute façon finir par s'effondrer. Alors préparons-nous simplement à ça. Voyons juste comment on va réagir. » Pour moi, c'est un très mauvais conseil. Enfin, qu'est-ce qu'on est censé faire? La blague que j'ai faite dans mon podcast, c'est que le seul plan qui me venait à l'esprit à ce moment-là, c'était d'avoir un revolver derrière une vitre, et quand on casse la vitre, on se tire une balle dans la tête. C'est la seule solution à ce stade. Mais quand un ancien secrétaire au Trésor commence à dire ce que je dis depuis un moment, peut-être que certaines personnes devraient commencer à y prêter attention. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que l'administration Trump est en conflit avec la Réserve fédérale depuis un certain temps déjà. Le nouveau président pressenti de la Fed, Kevin Warsh, s'il est confirmé, est bien sûr le choix de Trump. Et il risque d'avoir beaucoup de mal à défendre des taux plus bas, compte tenu de la situation économique actuelle, sans donner l'impression de faire le jeu de l'administration Trump. L'indépendance de la Fed, ou du moins son apparence d'indépendance, est donc en jeu. À quoi vous attendez-vous, selon vous, en matière de politique monétaire sous Warsh, s'il est confirmé face à une inflation galopante et à un marché du travail qui s'affaiblit? Écoutez, ce n'est pas la première fois que Warsh se retrouve dans cette situation.
Il a déjà siégé à la Fed et je ne m'attends à aucun changement par rapport au président précédent. Il réagira comme Yellen, Bernanke, Greenspan ou Powell. Il baissera les taux et fera tourner la planche à billets. Quand la situation se dégrade, si les marchés sont assez faibles, si l'économie ralentit, si le chômage monte, ils vont relancer la machine, ils baisseront les taux. Ils imprimeront de la monnaie. Et vous savez, ils vont ignorer l'impact que tout ça peut avoir sur les prix à la consommation, parce que pour eux, d'autres choses comptent davantage. Ce qui les préoccupe vraiment, ce sont les taux d'intérêt à long terme et la capacité de la Fed ou du gouvernement américain à financer sa dette. Alors ils deviendront l'acheteurs en dernier recours, même si cela veut dire créer beaucoup d'inflation au passage. Comment pensez-vous que cette politique va se refléter sur la demande mondiale de bons du Trésor américain? Parce que pour moi, le monde dit déjà que les États-Unis n'ont aucun sens des responsabilités budgétaires. Ils accumulent de la dette. Leur dette nationale est complètement hors de contrôle. Le coût des intérêts pour la rembourser dépasse désormais 1 000 milliards de dollars par an. Et ça ne voudrait pas dire en fait que de moins en moins de pays voudront acheter des titres américains parce qu'ils ne croient plus vraiment à la solidité de l'économie des États-Unis. J'ai l'impression que ça pourrait se retourner contre eux s'ils recommencent à faire tourner la planche à billets. Bien sûr, à court terme, ce serait sans doute positif, mais sur le long terme, ça ressemble à une stratégie qui se détruit elle-même. Oui, eh bien, ce n'est jamais vraiment une bonne chose. Je veux dire, ça peut te faire du bien, tu vois, un peu comme une drogue. Tu peux prendre une drogue très nocive qui te fait te sentir bien pendant un moment, mais en réalité, tu te fais du mal et tu crées des problèmes. Et c'est exactement ce que cette héroïne monétaire a provoqué. L'économie est en grande difficulté aujourd'hui, justement parce qu'on a trop souvent compté sur cette drogue pour se sentir mieux, au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes, ceux qui nous ont poussés à chercher ce soulagement. Donc oui, je pense que ces politiques ne vont pas marcher et qu'elles vont se retourner contre nous. Et l'impression massive de monnaie va directement affaiblir le dollar. Cette faiblesse du dollar va faire grimper les taux d'intérêt à long terme, justement au moment où ils essayent de les faire baisser. Et une inflation plus forte va agir comme un sédatif sur l'économie, alors même qu'ils tentent de la stimuler. Donc, je pense qu'on se dirige vers une véritable crise, bien pire que celle de 2008. À mon avis, ce sera une crise de la dette souveraine, pas une crise des subprimes, et aussi une crise du dollar américain. Le dollar sera au cœur de tout ça, et les gens doivent s'y préparer. Ils doivent détenir de l'or, de l'argent, pas des dollars. C'est pour ça que j'ai créé Schiff Gold. C'est ma société d'or. J'encourage les gens à acheter autant d'or et d'argent qu'ils peuvent. Et ils doivent investir à l'étranger, sortir des marchés américains. Franchement, les marchés américains sont beaucoup trop chers. L'argent commence déjà à s'en retirer. Donc les gens devraient se tourner vers des stratégies internationales. Et c'est justement ce qu'on fait chez Euro-Pacific Asset Management. On aide les investisseurs à construire des portefeuilles dans les marchés émergents, les marchés étrangers développés, les métaux précieux et d'autres entreprises de ressources naturelles qui profitent de l'environnement de stagflation dans lequel on se trouve déjà et dans lequel on va rester pendant encore de longues années. Parlons un peu des marchés de l'énergie, parce que quand on regarde l'actualité, on a l'impression que les prix de l'énergie sont dans tous les titres. En ce moment, le baril de pétrole se négocie autour de $100. Selon les prévisions de JP Morgan, il pourrait monter à 120 voire 150 dollars le baril. Et si la situation s'aggrave, disons que le Yémen ferme le détroit de Bab el-Mandeb, on pourrait atteindre $200 le baril.
Ce serait absolument catastrophique. À partir de quel moment la hausse des prix de l'énergie devient-elle vraiment déstabilisante pour l'économie américaine? Et si cela se produit, selon vous, que ferait l'administration Trump pour limiter les risques? Eh bien, vous savez, ça va avoir un effet, même avec les prix actuels, autour de $100 le baril. Mais évidemment, plus le prix du pétrole monte, plus la guerre dure, et plus le détroit reste fermé, plus les prix vont grimper. Je pense d'ailleurs que les prix allaient augmenter de toute façon, même si la guerre s'arrêtait et que le détroit rouvrait. Ils allaient monter quoi qu'il arrive. Cette situation ne fait qu'accélérer la hausse et l'amplifie. Je ne sais pas exactement à partir de quel niveau le prix du pétrole devient assez élevé pour à lui seul faire basculer l'économie en récession. Mais il a déjà un impact, même marginal, et cet impact va s'accentuer. Et puis, vous savez, beaucoup de gens parlent de destruction de la demande. Quand le prix du pétrole augmente, eh bien, on en consomme moins. Et dans une certaine mesure, c'est ce qui se passe. Les gens vont faire des économies si les prix montent vraiment trop haut. Mais en réalité, une grande partie de la baisse de la demande ne concerne pas directement l'énergie, c'est dans d'autres domaines. Parce que si je dois dépenser beaucoup plus pour l'énergie, et ce n'est pas seulement l'essence pour ma voiture, c'est aussi le chauffage de ma maison, ou encore les engrais pour produire ma nourriture, eh bien, ma nourriture devient plus chère. Donc tout ce qui est directement touché par la fermeture du détroit devient plus coûteux, n'est-ce pas? Et cet argent, je trouve où? Je dois réduire mes dépenses ailleurs. Du coup, la baisse de la demande se fait sur les dépenses non essentielles. Et là, on voit la faiblesse apparaître. On voit des licenciements. Et alors, que ferait probablement l'administration Trump dans ce cas? Plus on se rapproche d'une élection, plus la pression monte pour agir. Mais ils vont sûrement faire une sorte de baisse d'impôts, un petit tour de passe-passe, peut-être baisser la taxe sur l'essence, ou donner à tout le monde un chèque carburant ou quelque chose du genre. Mais tout ça, c'est contre-productif. Ça alimente la demande et ça aggrave le problème. Ça ne crée pas plus d'offres, ça crée juste plus de demandes. Et la Fed, bien sûr, peut essayer de baisser les taux et d'imprimer de l'argent pour compenser la hausse du prix du pétrole. Mais ça va provoquer encore plus d'inflation, pas seulement sur le pétrole, mais sur tout le reste. Vous voyez, la hausse du prix du pétrole en soi, ça ne crée pas d'inflation. Ça peut provoquer une récession, oui. Ce qui crée l'inflation, c'est quand la Fed imprime beaucoup d'argent parce que la hausse du pétrole a entraîné une récession. Alors la Fed imprime encore plus et là, tous les prix montent, pas seulement ceux du pétrole. Qu'est-ce que vous pensez du marché de l'énergie en général? J'ai vu plusieurs rapports qui parlent clairement de manipulation des prix et qui soulignent que le prix du Brent et sans doute aussi celui du WTI ne reflètent pas vraiment les risques réels de la chaîne d'approvisionnement. Quelle est votre opinion sur la situation globale des prix? Est-ce que, selon vous, ces prix reflètent vraiment les conditions du marché? Ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs en jeu dont le grand public n'a peut-être pas conscience? Eh bien, vous savez, je pense que les prix de l'énergie sont bas. Et je crois qu'une des raisons, c'est que le dollar reste assez fort, à peine en dessous de 100. À mon avis, dès qu'on commencera à avoir une baisse plus marquée du dollar, que l'indice du dollar se mettra à tourner autour de 4,20 au lieu de 100, on verra une demande beaucoup plus forte pour le pétrole, et donc les prix seront bien plus élevés. Et comme on continue d'imprimer de la monnaie, de créer de l'inflation, et en quelque sorte de réduire la demande pour le dollar, on va mécaniquement augmenter la demande pour le pétrole libellé en dollars. Donc je pense que les prix vont monter. C'est pour ça que, juste après les actions minières, la deuxième plus grande part de mon portefeuille, ce sont les actions du secteur de l'énergie. Bref, je suis optimiste.
our energy stocks. So, I'm bullish. Parlons maintenant du marché du travail. Malheureusement, la hausse des coûts de l'énergie n'est pas le seul problème. Et malgré les derniers chiffres officiels plutôt positifs, l'enquête auprès des ménages montre que depuis le début de l'année, les États-Unis ont perdu environ 1 400 000 emplois. L'économie américaine montre donc clairement des signes d'affaiblissement. Et en ce moment, avec la hausse des prix de l'énergie, on peut dire, sans trop s'avancer, que le pays s'engage sur la voie de la stagflation, d'une véritable stagflation. La Réserve fédérale se retrouve donc coincée entre la lutte contre l'inflation et le soutien à la croissance économique. Comment cette situation complique-t-elle les décisions des banques centrales dans le monde, y compris celles de la Réserve fédérale? Oui, et vous savez, cette dichotomie, cette tension entre les fameux mandats, comme ils aiment les appeler, vient en réalité d'un manque de compréhension de l'efficacité de la politique de la Fed. Parce que l'idée selon laquelle la Fed peut stimuler l'économie en créant de l'inflation, c'est tout simplement faux. Baisser les taux d'intérêt ou faire de l'assouplissement quantitatif, ça n'aide pas vraiment l'économie. Alors oui, ça peut soutenir les prix des actifs, mais des actions plus chères ne profitent pas forcément à l'économie. En fait, si les cours boursiers sont trop élevés, le fait qu'ils baissent, c'est ce qui est bon pour l'économie. Et si la Fed empêche ça, elle fait du tort. En fait, quand les taux d'intérêt sont élevés et qu'il y a une récession, si la Fed les fait baisser artificiellement, elle peut en réalité nuire à l'économie. Les taux élevés existent pour une raison. Ils servent à corriger un problème. En général, ce problème, c'est un manque d'épargne. Donc les taux d'intérêt élevés sont la manière dont le marché encourage à épargner davantage et décourage l'endettement. Si on emprunte trop et qu'on épargne trop peu, les taux peuvent monter. Et ces taux élevés peuvent à court terme provoquer une récession. Mais si la Fed intervient maintenant en disant « Oh, il faut baisser les taux d'intérêt pour lutter contre la récession », elle sape ce que le marché essaie de faire en laissant les taux monter. Et du coup, on se retrouve avec des taux artificiellement bas qui finissent par nuire à l'économie. À court terme, bien sûr, ça peut sembler agréable, un peu comme quand on reprend une dose après un sevrage. Mais ce qui est vraiment mieux, c'est d'éliminer la drogue de son système et de traverser le manque. C'est exactement ce que le marché essaie de faire de temps en temps. Et quand une banque centrale vient perturber ce processus, elle fait du tort. Elle ne rend pas service. Vous avez parlé du marché boursier. Et l'un des commentaires que je reçois le plus souvent sur mes vidéos liées à la finance, c'est quelque chose comme « Tu dis que l'économie va très mal, mais moi je vois que la bourse se porte très bien. Donc ce que tu dis ne peut pas être vrai. » Quelle serait votre réponse à ce genre de remarque? Pourquoi la bourse atteint-elle des records alors qu'on parle en même temps d'un effondrement de l'économie américaine? Eh bien d'abord, la bourse n'est pas l'économie. La bourse, c'est la bourse. Et elle peut monter pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'économie. En fait, une économie faible peut même être perçue comme une bonne chose pour la bourse. Parce que si une économie faible maintient les taux d'intérêt bas, des taux bas, c'est bon pour la bourse. Quand il y a beaucoup de liquidités, cet argent va vers les actions. Et quand il y a beaucoup d'inflation, les prix des actions montent comme tous les autres prix. Les actions, ce sont des prix. Mais si on veut regarder les actions en termes de vraie valeur, en termes d'argent réel, il faut les comparer à l'or. Là, on obtient une image plus juste. Parce qu'il y a 20 ans, enfin plutôt 26 ans, le Dow valait plus de 40 onces d'or. C'était peut-être 43, 44 au plus haut. Aujourd'hui, ça vaut plus qu'une dizaine. C'est une chute énorme.
une baisse de 75% du Dow en valeur réelle. Donc, quand on regarde les choses sous cet angle, ça n'a plus l'air si bon que ça. Si je gagnais plus d'argent en mettant juste un lingot d'or dans mon tiroir à chaussettes, qu'en possédant le S&P 500 et en touchant tous ses dividendes, si le lingot d'or faisait quand même mieux que le S&P, qu'est-ce que ça dit de la performance réelle des actions américaines? Et si la performance réelle des actions américaines est aussi mauvaise, alors peut-être que l'économie l'est aussi. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles le marché boursier a autant sous-performé par rapport à l'or, parce qu'on a eu une mauvaise économie tout du long. Ils se sont appuyés sur la hausse nominale du marché boursier pour essayer de nous faire croire que l'économie allait bien. Un autre facteur économique imprévisible, je dirais, qui mérite qu'on s'y attarde, c'est le marché du crédit privé. Sa taille atteint environ 1 300 milliards de dollars. Et ces dernières semaines, ses plus grands acteurs, comme Blue Owl Capital et Blackstone, ont limité les retraits des investisseurs. Ces prêts ne sont évidemment pas des actifs liquides. Et si les fonds commencent à vendre ces portefeuilles pour répondre aux demandes de retrait, ils devront sans doute le faire à perte, ce qui ne fera qu'aggraver la situation. J'ai d'ailleurs été vraiment surpris par un récent commentaire du PDG de JP Morgan, Jamie Dimon. Il a averti que les pertes sur le crédit privé seraient, je cite, « plus importantes que prévues ». Alors, quelle est votre lecture de la situation du crédit privé et quel impact cela pourrait-il avoir sur l'état très fragile de l'économie américaine aujourd'hui? Oui, eh bien, vous savez, si on traverse un ralentissement économique, il y aura forcément des défauts de paiement. Et pour beaucoup de ces prêts privés, je ne suis pas sûr que le processus de vérification ait été très rigoureux. Souvent, quand tout va bien, les analystes ferment un peu les yeux. Ils prennent plus de risques quand les taux d'intérêt sont bas. Donc vous voyez, comme pendant la crise financière de 2008, les gens ont été très imprudents tant que la fête battait son plein. Et c'est pour ça que la gueule de bois a été si dure quand la musique s'est arrêtée. Et à mon avis, c'est encore pire aujourd'hui. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de prêts problématiques, aussi bien dans le secteur commercial que dans le secteur des particuliers. Beaucoup sont liés à l'immobilier, mais pas seulement. Il y a aussi d'autres formes de crédit à la consommation. Une grande partie de ces prêts va mal tourner. Beaucoup de gens ont emprunté de l'argent en misant sur les cryptos et tous ces prêts sont en train de se dégrader. On va assister à de nombreux défauts de paiement. Les garanties vont devoir être vendues à des prix bradés. Et évidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les vendeurs. Peut-être que les acheteurs feront de bonnes affaires, mais il y aura de lourdes pertes dans tout le système financier et ça aura forcément des répercussions. Il y a plusieurs années, je me souviens t'avoir vu très sceptique à propos de l'industrie des crypto-monnaies. Et c'était, je crois, avant la première ère Trump. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, je sais, j'essaie d'être diplomate là. Donc, vous étiez très sceptique. Et puis, bien sûr, Trump est arrivé au pouvoir. Et lui, avec ses fils, ils se sont vraiment concentrés sur leurs affaires liées aux cryptos en faisant une sorte de priorité. Est-ce que votre opinion sur les crypto-monnaies a changé? Et qu'est-ce que vous pensez de cette espèce de folie crypto autour de Trump qu'on voit tous les jours dans les médias? Eh bien, oui. Tu résumes assez bien la situation en parlant de folie, parce que franchement, je trouve que tout ça est complètement fou. À mon avis, si Trump s'est mis à soutenir le Bitcoin, ce n'est pas parce qu'il a soudainement eu une révélation après des années à le critiquer. Il a compris que soutenir le Bitcoin, c'était une bonne stratégie politique. Il a pu récolter beaucoup d'argent auprès de la communauté crypto pour financer sa campagne de 2024, et il a réussi à convaincre pas mal de détenteurs de Bitcoin de voter pour lui.
simplement grâce à sa position pro-Bitcoin. C'était donc un excellent sujet politique, parce qu'il n'a en réalité perdu aucun soutien en se déclarant pro-crypto. Par exemple, si tu te dis pro-choix, tu gagnes les pro-choix, mais tu perds les pro-vie, et inversement. Mais si tu te dis pro-crypto, il n'y a pas vraiment de vote anti-crypto. Trump aime le Bitcoin. Moi, je vote pour Kamala. Les gens ne faisaient pas ça avant. Donc c'était une très bonne décision politique de la part de Trump. Mais ensuite, non seulement il a adopté la crypto pour obtenir de l'argent et des voix, mais il a aussi vu une opportunité pour lui et sa famille de gagner beaucoup d'argent. Du coup, ils ont pratiquement recentré tout l'empire Trump sur la crypto. L'immobilier est passé au second plan et ils gagnent aujourd'hui plus d'argent avec la crypto que dans n'importe quel autre domaine. Et ça, c'est lié à sa popularité dans la communauté crypto et à l'influence qu'il exerce sur le secteur, parce que les gens veulent investir à ses côtés. Ils se disent que Trump est de leur côté. Maintenant que Trump est pro-crypto, on a un tsar de la crypto, un président crypto, et il est évident qu'il va orienter les capitaux et les investissements vers la crypto et chercher à mettre en place une législation favorable à ce secteur. Donc, il crée, tu vois, cette perception pour entretenir la frénésie. Ce qui est intéressant, c'est que le Bitcoin est aujourd'hui plus bas qu'avant. Il a perdu tous les gains qu'il avait réalisés au début de l'administration Trump, malgré tout ce battage, malgré toute cette promotion. Et ça montre bien que l'argent malin, le vrai argent, attendait juste le bon moment pour vendre. Les gens de la communauté crypto qui ont contribué à faire élire Trump, eux, ils ont encaissé. Quand le Bitcoin a grimpé, c'est eux qui vendaient. Ils avaient acheté avant son élection et ils ont vendu après. Mais maintenant, il reste une foule d'investisseurs coincés qui ont acheté du Bitcoin à plus de $100 000 et qui vont y laisser leur chemise. Et peut-être une dernière question pour aujourd'hui. L'économie américaine est dans un état, disons, assez incertain. Le cessez-le-feu avec l'Iran est très fragile et il semblerait qu'un nouveau cycle de négociations soit prévu ce week-end. Je crois que les informations ne sont pas encore confirmées à ce stade. Donc en résumé, on ne sait pas vraiment où on en est, ni si la situation va s'envenimer ou simplement être mise en pause, pour ainsi dire. Les élections de mi-mandat approchent et il doit clairement se concentrer aussi sur la politique intérieure, pas seulement sur les relations internationales. Mais l'impact économique de ces politiques est très impopulaire. Alors, quelle est la stratégie économique de Trump dans tout ça? Quel est son plan pour lutter contre le retour de l'inflation? Il n'a pas de plan. Enfin, son plan, c'est le fameux foron, non? En gros, il faut juste produire plus de pétrole. Selon lui, les prix du pétrole ne provoquent pas l'inflation. Mais vous savez, on ne fore pas beaucoup plus aujourd'hui qu'à l'époque où Biden était président. Donc ça ne va pas changer grand-chose. Et bien sûr, maintenant avec la guerre, tout ce scénario du foron ne tient plus vraiment. À part ça, Trump n'a pas de plan. Son autre idée, c'est d'essayer de faire pression sur les entreprises. Vous voyez, comme les labos pharmaceutiques avec son Trump Rx, pour les forcer à vendre leurs produits moins chers. Mais ça ne marchera pas. C'est comme un contrôle des prix imposé par le gouvernement. Il s'attaque aux symptômes de l'inflation, tout en ignorant la cause réelle de cette inflation. C'est exactement comme quand on avait des contrôles des prix à l'époque de Nixon ou de Ford. Ça n'a pas fonctionné. Oui, parce qu'ils ne peuvent pas agir. C'est comme, tu sais, si j'avais un cancer de la peau et que je mettais juste un pansement dessus pour ne pas le voir, ça ne l'empêcherait pas de se propager. Il faut aller traiter le cancer pour le guérir. Et tout ce qu'ils font avec l'inflation, c'est masquer les symptômes pendant que la maladie s'aggrave. Donc il n'a aucun plan. Le seul plan possible, ce serait de réduire les dépenses publiques
et d'augmenter les taux d'intérêt. Et ce sont justement les deux choses auxquelles il s'oppose. Il ne veut pas réduire les dépenses de l'État. Il veut que le gouvernement dépense encore plus. Et il veut que la Fed baisse les taux. Il veut des taux à 1%, voire moins. Il veut que la Fed revienne à la politique d'assouplissement quantitatif. Tout ça, c'est de l'inflation. Donc il ne veut pas moins d'inflation, il en veut plus. Il veut juste que le public ne s'en rende pas compte. Peter, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était une conversation vraiment passionnante et je sais que nos téléspectateurs seraient ravis de te revoir dans l'émission. J'espère que tu reviendras pour un prochain épisode. Ah oui, bien sûr. Je suis surpris que ça ait pris autant de temps pour avoir ce premier rendez-vous. J'avais entendu dire qu'on avait dû annuler plusieurs fois. Mon emploi du temps était chargé, mais je suis content qu'on ait enfin réussi à le faire. Moi aussi, et j'ai hâte d'en vivre à nouveau avec vous. Très bien, prenez soin de vous. Passez un bon week-end.